Salut l'équipe, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais faire plusieurs analyses d'un coup, donc on va parler du Boxing Day. C'est un jour intéressant pour le football, On a jeudi, on a des matchs toute la journée en première ligue, de 13 h jusque tard le soir. Donc ça va être cool et on va pouvoir parler de tout ça. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 8 matchs. Donc ça va être intéressant et on va voir ça ensemble. Comme d'habitude, je vais me baser sur les statistiques et je vais faire mes petits commentaires avec mes connaissances et mes recherches. Mais on va surtout se baser sur les stats parce que ça permet d'être objectif. Et comme ça, on évite un petit peu de faire des erreurs qui sont assez bêtes parce que clairement, quand on se fixe exclusivement sur ce qu'on pense, on peut avoir quelques surprises. Et des fois, au point de vue des stats, il y a des différences qui se font, il y a des écarts qui paraissent très importants. Et en vérité, quand on regarde les statistiques, c'est pas si important que ça. Donc voilà, on va se fixer là-dessus et on commence tout de suite par le match Tottenham-Brighton. Donc dans ce match, déjà, je rappelle un petit peu les faits. Il faut savoir que Son sera absent, il sera suspendu suite à son carton rouge contre Chelsea, même s'ils ont fait appel de la décision. Ça n'a pas été accepté et il va devoir se prendre son carton rouge. Donc c'est bon, c'est pas très grave. Tottenham, je pense qu'ils vont pouvoir faire le travail sans lui, surtout qu'il y a Kane devant. Mais c'est à prendre en compte quand même. D'ailleurs, ce match contre Chelsea va être important, je pense, pour cette rencontre, parce qu'ils se sont quand même pris 2-0 face à Chelsea. Pour eux, c'était un match important, c'était très important. Et ici, à mon avis, ils vont vouloir quand même se relever. J'ai du mal à les voir sombrer. Au niveau de la forme des deux équipes, on a Tottenham qui est bien plus en forme, clairement. Mais attention quand même à Brighton, qui a réussi à mettre quand même un petit but contre Liverpool et contre Manchester. Donc attention à cette équipe qui n'a rien à perdre, qui va essayer d'accrocher une grosse équipe. Au niveau des statistiques à domicile et à l'extérieur, on a Tottenham qui est sur une moyenne de 2,11 buts à domicile de marqués contre seulement 1 pour Brighton, c'est vraiment pas énorme. Et au niveau des buts concédés, on en a 1 pour Tottenham et 1,62 pour Brighton. Ça, c'est assez surprenant. Je pensais que Brighton prenait plus de buts. Mais bon, enfin, bref, je vous ai aussi traduit la page. Je pense que vous le voyez, d'habitude c'est en anglais, là je l'ai mis en français, mais il y a des petits mots qui sont mal traduits. Par exemple, ici, des draps propres, c'est le clean sheet. Donc ça se traduit pas en français, tout simplement. Et ça veut dire que l'équipe adverse ne va pas marquer lors d'une victoire. Donc on est à 22% pour les deux équipes. Enfin bref, on va passer tout de suite à la table domicile-extérieur. Donc ça, on le voit que Tottenham est 4e à domicile. C'est un avantage. À l'extérieur, Brighton, sans surprise, ils sont 16e. Mais attention quand même à cette équipe de Brighton qui, comme je vous dis, va être très motivée et va vouloir accrocher une grosse équipe. Sinon, au niveau des statistiques des buts, là, on en a déjà parlé. On voit qu'à domicile, Tottenham, c'est 19 buts pour seulement 9 à l'extérieur pour Brighton. Ça, c'est très intéressant. Au niveau des buts encaissés, c'est seulement 9 à domicile pour Tottenham. Et Brighton en a pris 15. Donc là, on favorise clairement une victoire de Tottenham. Petite information qui paraît quand même importante à prendre, c'est que Tottenham a concédé au moins un but dans 70% de ses matchs à domicile. Mais bon, comme on voit que Brighton ne marque pas énormément, je pense qu'ici ils peuvent très bien faire l'affaire. Et en plus de ça, Brighton a concédé au moins un but dans chacun de ses 7 derniers matchs. Et Brighton a marqué lors de chacun de ses 5 derniers matchs à l'extérieur. Ça, c'est quand même à prendre en compte. Il y a quelque chose qui me semble important dans ce match, c'est que Tottenham a concédé au moins un but dans 78% de ses matchs à domicile. Ce qui est quand même important, et Brighton a concédé au moins un but dans chacun de ses 7 derniers matchs. Mais Brighton a aussi marqué lors de ses 5 derniers matchs à l'extérieur. Donc ça, attention ici, je vous en parlerai un petit peu après, mais attention quand même à ça, à le prendre en compte. Ici, je ne vois pas une très grosse victoire de Tottenham. Au niveau des points forts et des points faibles pour les deux équipes, on va y passer tout de suite, mais juste avant, j'aimerais vous prévenir que la traduction est très mauvaise. C'est une traduction qui a été faite automatiquement avec Google Traduction. Donc ici, pour Géorgie, c'est tout simplement les buts qui ont été pris. Et ici, quand vous voyez une façon, ça veut tout simplement dire que c'est à l'extérieur. C'est une très mauvaise traduction, mais je n'y peux rien, c'est fait avec Google, c'est automatique. Je l'ai mis en français parce que je pense que c'est plus facile pour vous, au moins à comprendre, mais il faut savoir qu'il y a des mots qui sont mal traduits. Pour Tottenham à domicile, on voit qu'ils ont un petit peu de mal à rentrer dans le match, dans les 15 premières minutes. Après, ça reste intéressant, ils sont totalement dans le vert. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau de Brighton, bon, c'est que du rouge, ça, il n'y a rien de surprenant. On a un petit point fort au niveau de la 61e et 75e, où il semble le plus à l'aise.
Mais bon, je trouve que voilà, ici on voit quand même la différence entre les deux équipes. On voit que Tottenham a clairement l'avantage, surtout qu'à domicile, c'est très intéressant parce que les équipes sont toujours favorisées à domicile. Et en plus, je pense que normalement, vu la petite humiliation qu'ils ont eue contre Chelsea, ici ils vont vouloir se reprendre sur ce match face à une équipe qui a quand même du mal. En ce qui concerne les qualités offensives et défensives des deux équipes, on a Tottenham qui a un bon avantage avec 32 buts de marqués, Brighton c'est seulement 21. Par contre défensivement c'est kiff-kiff, on a 26 des deux côtés. Donc attention à ce match où Brighton pourrait aller accrocher Tottenham après cette défaite face à Chelsea. Mentalement il y a peut-être un coup qui a été pris. Donc on va voir, mais personnellement je pars plutôt sur une victoire de Tottenham qui logiquement devrait passer assez facilement, mais je ne vois pas non plus une hécatombe de buts, je ne vois pas plein de buts dans ce match. Si Tottenham gagne, ça ne sera pas forcément avec beaucoup d'avance. Brighton pourrait même accrocher le match nul, donc quand même attention. Et je vois éventuellement Kane buteur en sachant que Son ne sera pas là pour ce match. Ça laissera un petit peu de place pour Kane. Donc voilà mon avis sur ce match et je passe tout de suite à un autre match. On passe au deuxième match, Aston Villa contre Norwich. Alors ici c'est vraiment le duel un petit peu des équipes en difficulté. Aston Villa c'est beaucoup de rouge. Norwich pareil, c'est vraiment bon, c'est kiff-kiff. On a limite un petit avantage pour Norwich qui a réussi à accrocher Leicester quand même, fallait le faire. Mais sinon ça reste équivalent, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou du tout, mais je donnerais un petit peu plus l'avantage à Leicester par rapport au score qu'ils ont fait, etc. Mais bon, ici ça reste du 50-50. Au niveau des statistiques domicile extérieur, on a un petit avantage pour Aston Villa, c'est 1,33 buts de marqués pour cette équipe à domicile, tandis que Norwich a plus de mal, ils sont à 0,56 buts à l'extérieur malheureusement. Au niveau des buts encaissés, encore une fois, Aston Villa a l'avantage avec 1,56 buts en moyenne contre 1,67 pour Norwich. Donc ici, il n'y a rien d'étonnant. Encore une fois, sur les plus 1,5, on est à 89% des deux côtés. Au niveau du tableau domicile extérieur, on a quand même Norwich qui tient la route. Ils sont à la 18e place, ça reste faible, mais Aston Villa est que 15e. Donc ici, pour moi, ça reste encore du 50-50, avec clairement quand même un avantage pour Aston Villa. Au niveau des statistiques sur les buts de ces deux équipes, donc c'est 12 buts pour Aston Villa sur 24 à domicile. Norwich seulement 5 à l'extérieur, c'est vraiment très peu, ça c'est vraiment très difficile. On a des buts concédés qui sont équivalents, donc ça reste quand même intéressant. Je pensais que vu les stats ça allait être différent, mais on a 14 buts qui ont été pris à domicile par Aston Villa et 15 buts à l'extérieur par Norwich. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, Norwich tient quand même la route, ils n'encaissent pas tant de buts, donc ça permet d'équilibrer ce faible taux de buts marqués. Aston Villa a concédé 2 buts ou plus lors de chacun de ses 5 derniers matchs et Norwich a perdu 67% de ses matchs à l'extérieur. Donc bon, ça reste un petit peu compliqué pour ces deux équipes. Ça reste quand même intéressant de voir que Aston Villa laisse passer au moins 2 buts dans ses 5 derniers matchs. Ça veut dire que éventuellement Norwich pourrait marquer, surtout qu'ils n'en prennent pas forcément tant que ça et ça pourrait jouer en leur faveur, ça reste intéressant. Maintenant, on va passer au tableau qui m'intéresse le plus, c'est sur les points forts et les points faibles de ces deux équipes à domicile et à l'extérieur. Bon, ça reste encore kiff-kiff, pour moi c'est kiff-kiff avec un petit avantage pour Aston Villa, surtout qu'ils sont à domicile, donc ça c'est bien pour eux. Mais attention quand même à Norwich qui tient la route, qui arrive à tenir, donc faut voir. Je pense que la différence en fait va se faire sur le premier but. À mon avis, la première équipe qui va marquer aura certainement l'avantage. Ici, on voit que Aston Villa marque beaucoup en première mi-temps. Norwich, il faut voir s'ils arrivent à tenir et pas s'en prendre. Parce que la deuxième mi-temps reste intéressante pour Norwich. Faut voir. Mais ici, je pense que Norwich, ils peuvent aller faire quelque chose à Aston Villa et aller chercher un match nul. Je pense que c'est possible d'accrocher un match nul. Surtout qu'il y a qui est pas mal du tout. Donc pourquoi pas ici accrocher le nul pour Norwich. Au niveau des qualités offensives et défensives, on voit quand même qu'Aston Villa a un avantage avec 24 buts contre 19 pour Norwich. Au niveau de la défense, c'est pareil. Aston Villa, c'est 33 buts pour 37 contre Norwich. Mais attention, parce qu'on a vu que Norwich, c'est pas forcément l'équipe qui va se prendre le plus de buts à l'extérieur. Donc on a vu que ça, c'était une petite faiblesse pour Aston Villa dans ce match. À mon avis, ils vont quand même s'en prendre un. Donc dans ce match, je pense que quoi que vous fassiez, que vous preniez la victoire d'Aston Villa ou de Norwich, il faut jouer sur une double chance en match nul. Et limite, j'ai envie de dire, le fun pour Norwich
avec éventuellement un but de Pukki. Mais bon, ça reste du fun. Si on se base vraiment sur les statistiques, on part plus sur Aston Villa ou match nul. Mais bon, attention à ce match où il pourrait y avoir des surprises. À mon avis, c'est un match qui est quand même très compliqué à pronostiquer. Et personnellement, je vise plus le nul. Vu les statistiques que j'ai vues, je vois plus un match nul. Donc comme je vous dis, jouez la double chance, quoi que vous fassiez sur ce match. Ensuite, troisième match, alors là ça m'intéresse parce que j'ai des choses à dire pour Bournemouth Arsenal. Alors ici on a un changement de coach pour Arsenal, ça peut faire des surprises. D'ailleurs c'est ce qui rend ce pronostic très compliqué pour moi parce que sinon vu les statistiques je penche plus pour une victoire de Bournemouth ou un match nul. Et voilà, attention quand même à Arsenal qui a une grosse cote en plus à l'extérieur. Ça, c'est pas terrible. En général, les équipes qui paraissent quand même assez favorites et qui ont des grosses cotes à l'extérieur peuvent se faire accrocher. Donc, il faut faire attention à ce genre de match. Ce qui pourrait favoriser une victoire d'Arsenal, ça serait le changement de coach qui pourrait mettre un petit peu de piment dans cette équipe. Mais sinon, je trouve que ça reste assez compliqué. Donc, on va regarder un petit peu les statistiques ensemble et après, je parlerai du pari qui est possible de faire dessus. Vous allez voir, je pense qu'ici, il peut y avoir des douilles, donc il va falloir faire attention à ce match-là. Donc, ici, on a un avantage pour Arsenal, mais ça reste très minime. Hein. C'est des matchs nuls qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est pas, pour moi ça reste du 50-50 clairement. Arsenal c'est pas terrible du tout, limite Bournemouth en sachant que c'est une équipe qui est quand même moins douée qu'Arsenal de base. Limite, je trouve que c'est plus avantageux pour Bournemouth d'avoir des résultats comme ça parce qu'on va dire que c'est à leur niveau, tandis qu'Arsenal, ils devraient être quand même supérieurs aux résultats qu'ils ont en ce moment. C'est pas du tout intéressant pour eux. Au niveau des statistiques domicile extérieur, on a Bournemouth qui est à 1 but en moyenne, donc c'est vraiment pas énorme. On a Arsenal en face qui a 1,11, donc c'est pareil, hein, c'est pas énorme du tout. Au niveau des buts concédés, c'est 1,44 pour Bournemouth et 1,33 pour Arsenal, ce qui est quand même un petit peu kiff-kiff, hein, et surtout que là, Bournemouth est à domicile, donc va avoir quand même un petit avantage. Mais bon, je trouve que c'est pas fou entre les deux. Et on va voir qu'au niveau des statistiques sur les buts, il peut y avoir quand même des surprises. Donc on voit que Bournemouth est à 9 buts à domicile, sur 19 au total. Et Arsenal, c'est seulement 10 buts à l'extérieur. Donc ça, il faut faire très attention. On n'a que 1 but en plus. Vous voyez, c'est ça qui fait passer de 1 à 1,11. Il va falloir faire très attention. Et au niveau des buts encaissés, c'est pareil. C'est pas incroyable la différence. On en a 13 pour Bournemouth et 12 pour Arsenal. Donc très léger avantage pour Arsenal. Faites très attention quand même sur ce match. Au niveau des points forts et des points faibles pour ces deux équipes, alors à domicile, on voit que Bournemouth tient quand même un petit peu la route. Hein. Ça reste très compliqué, mais on voit quand même un petit peu de vert. Tandis qu'Arsenal, c'est moyen tout le match. Voilà. Alors on a un passage à vide entre la 31e et 45e. Faut aussi savoir que Bournemouth met énormément de buts, enfin énormément entre guillemets, entre la 16e et la 30e. Ils ont quand même un petit point fort à ce niveau-là. Et Arsenal ici un petit peu dans le faible. Donc il faut faire attention au niveau des premières minutes de jeu pour Bournemouth, qui a quand même pas mal de chances d'en mettre là. Et aussi pourra en mettre entre la 61e et 75e. Mais bon, voilà, ça reste kiff-kiff. Et un petit avantage pour Bournemouth. Arsenal, on ne sait pas trop ce qu'ils font, c'est moyen. Mon pronostic sur ce match, il est très simple, ça serait Bournemouth ne perd pas ou alors perd de 1 but, c'est coté à 1,30. Par contre, il faut faire attention justement à ce changement de coach pour Arsenal qui pourrait les galvaniser et leur permettre d'aller chercher une victoire ici. Mais bon, normalement, vu les statistiques, ça devrait être quand même compliqué pour eux. Il faut faire attention, parce que là, tout le monde va partir sur une victoire d'Arsenal, comme c'est bien coté, tout le monde va sauter dessus. Mais attention, je conseille plutôt de no bait sur ce match qui est très compliqué à pronostiquer. Si jamais vous voulez absolument partir sur une victoire d'Arsenal, je conseille quand même de prendre la double chance avec le match nul sur ce match, parce qu'il peut y avoir des surprises. Ensuite, je continue pour le quatrième match, quatrième analyse entre Chelsea et Southampton. Donc ici, petit avantage pour Chelsea, mais ça reste quand même assez faible. On voit que c'est du 50-50 pour les deux équipes. Donc ici, il va falloir faire quand même attention sur les résultats. Au niveau des statistiques domicile-extérieur, on a un avantage pour Southampton. C'est 1,22 pour Chelsea à domicile en moyenne. Et on a 1,33 pour Southampton à l'extérieur. Au niveau des buts encaissés, ici ça équilibre un petit peu la balance. On est à 0,89 contre 1,89
44. Après ça, c'est normal, hein. Il y a quand même une différence de niveau entre ces deux équipes. En plus de ça, une équipe est à l'extérieur. Mais attention quand même, sur ce match où il pourrait y avoir éventuellement une petite surprise sur ça. Mais je ne pense pas que Chelsea va se faire déborder sur ce match. Par contre, on va s'intéresser plus aux détails sur les buts. Et ça, il va falloir quand même le prendre en compte. C'est 11 buts de marqués à domicile pour Chelsea contre 12 à l'extérieur pour Southampton. Donc ça, attention. Et au niveau des buts encaissés, on a 8 pour Chelsea et 13 ici à l'extérieur. Donc bon, quand même attention, on voit que Chelsea, il n'y a pas une très grande différence sur les buts avec cette équipe qui va faire le déplacement, donc il va falloir le prendre en compte pour le pronostic. Il y a aussi une donnée qui est intéressante sur ce match, c'est Southampton a marqué dans 89% de ses matchs à l'extérieur. Ça veut dire que ici, si vous vouliez mettre Chelsea gagne sans encaisser de but, attention, parce qu'ici on est quand même à 89% et clairement c'est énorme, hein, surtout pour une équipe qui est à l'extérieur, donc ça il faut faire très attention. Au niveau des statistiques domicile-extérieur, on a quand même un avantage pour Chelsea, on voit qu'ils se débrouillent pas trop mal tout au long du match, on a un petit désavantage pour Southampton, donc ça reste quand même normal, hein. Surtout entre la 61e et la 75e, en fin de match ils ont du mal. Tant mieux pour Chelsea qui a quand même un petit point fort en seconde mi-temps. On voit qu'ils arrivent à mettre 64% de leur but à ce moment-là. Donc ça, c'est un net avantage pour Chelsea. Peut-être une seconde mi-temps plus prolifique que la première dans ce match, vu les statistiques qu'on voit ici. C'est 77% des buts qui sont pris en deuxième mi-temps pour Southampton et 64% des buts qui sont mis en deuxième mi-temps pour Chelsea. Ça reste quand même intéressant au niveau des stats. Pour la qualité offensive et défensive, on a quand même Chelsea qui est bien en avance avec 33 buts contre 21 pour Southampton. Au niveau de la défense, c'est Chelsea qui est aussi en avance et c'est normal, ils ont 25 buts contre Southampton qui est à 37. Donc pour ce match, personnellement, ce que je préfère... Donc pour ce match, attention quand même à une petite surprise sur le match nul. Je pars plutôt pour Chelsea ou alors... Au niveau de ce match, mon pronostic, ça serait plutôt Chelsea ou match nul. Donc une double chance encore une fois, parce qu'on a vu que les statistiques, c'est pas non plus un très grand écart au niveau des buts. Ça, il va falloir faire attention, surtout que Southampton a l'habitude de marquer à l'extérieur. Donc ça, il faut se méfier de ça, même si Chelsea encaisse pas forcément beaucoup de buts. Faut quand même le prendre en compte pour sécuriser le pari. Et par la même occasion, d'après les statistiques, pourquoi pas une deuxième mi-temps plus prolifique dans ce match. Pour le cinquième match, on va s'intéresser à Crystal Palace contre West Ham. Donc ici, au niveau de la forme, on voit que ça reste encore du 50-50. Peut-être un petit avantage pour Crystal Palace, mais bon, voilà, il n'y a rien de surprenant. Les deux équipes sont à peu près pareilles. On va passer tout de suite aux autres statistiques. Au niveau des statistiques domicile-extérieur, pour les buts marqués, on a un petit avantage pour West Ham qui a 0,89 buts en moyenne et on a 0,78 buts en moyenne demi pour Crystal Palace. Pas beaucoup de buts en général dans leur match. On a seulement 0,89 buts de prix contre 1,22 pour West Ham. Ici, dans ce match, je ne sais pas pourquoi, mais ça sent quand même le match nul. C'est un match un petit peu compliqué. Donc on va voir ça tout de suite au niveau des statistiques. On a 7 buts de marqués pour Crystal Palace à domicile, 8 pour West Ham à l'extérieur, 8 buts de prix pour Crystal Palace contre 11 buts encaissés. Donc là, encore une fois, on voit que c'est quand même du 50-50 sur ces deux équipes. Dans ce match, déjà, de ce que je connais de Crystal Palace, je sais que c'est une équipe qui ne marque pas forcément, une équipe très accrocheuse et bien évidemment on le voit au niveau des statistiques, on voit que 72% des matchs de Crystal Palace sont un taux inférieur à 2,5 buts. Alors bon, ici clairement faut pas jouer sur les buts. Moi personnellement je vois un match assez ennuyeux. Au niveau des points forts à domicile et à l'extérieur, on voit que c'est quand même équivalent. Crystal Palace a un petit avantage. Ce qui est intéressant, c'est que Crystal Palace met beaucoup de buts en deuxième mi-temps. Ici on est à 86% de buts de marqués contre 62% ici pour West Ham. En première mi-temps, c'est un petit peu kiff-kiff. Les deux équipes, à mon avis, vont se neutraliser en première mi-temps et la différence devrait se faire en deuxième mi-temps. Enfin, je pense. Après, ça, c'est quelque chose qui est très difficile à prévoir. Mais vu les stats, c'est ce que je prévois à peu près. Au niveau de l'attaque, on a West Ham qui est à 19 buts contre 15 pour Crystal Palace. Au niveau de la défense, c'est 20 pour Crystal Palace
et 28 pour West Ham. Donc petit avantage quand même pour Crystal Palace. Mon pronostic pour ce match, déjà ça serait moins de 3,5 buts dans le match. Et à mon avis, un match nul entre deux équipes. Je ne sais même pas s'il y a une équipe qui va réussir à marquer. Mais en tout cas, voilà, je vois plutôt un match nul, un match assez ennuyeux. Sixième analyse entre Everton et Burnley. Ici, petit avantage pour Burnley. Mais bon, sinon, ça reste encore une fois un petit peu près équivalent. On a Everton qui arrive à enchaîner des matchs nuls, surtout contre Manchester et Arsenal. Donc ça reste quand même intéressant. Tandis que Burnley a perdu contre Tottenham, Manchester, donc là il n'y a pas de surprise, ça reste encore une fois équivalent parce qu'après il faut regarder aussi le niveau des équipes qu'ils affrontent forcément. Si une équipe affronte que des grosses équipes, ça va être un petit peu plus compliqué, ça faut quand même le prendre en compte. Donc ici pour moi ça reste quand même du 50-50. Ensuite au niveau des buts marqués, petit avantage pour Everton avec en moyenne 1,22 buts. Burnley c'est 1,11. But encaissé, on a un petit avantage pour Everton qui a 1,22 et Burnley à 1,78. Donc ici, c'est un très léger avantage pour Everton. En plus, ils sont à domicile, donc tant mieux. Au niveau des statistiques sur les buts, on est à 11 buts contre 10. Donc bon, encore une fois, on n'a pas un très grand écart. Par contre, sur les buts encaissés, je pense que ça va faire une petite différence sur ce match. On en a 11 pour Everton et 16 pour Burnley. Sur le tableau domicile-extérieur, c'est vraiment du 50-50. Petit avantage quand même pour Everton, mais sinon voilà, ça reste quand même assez compliqué pour ces deux équipes qui ont quand même du mal. Attention en fin de match où les deux équipes pourraient se réveiller, donc là s'il y a des buts, en tout cas ce sera plutôt en fin de match vu les statistiques qu'il y a ici. C'est 70% des buts qui sont mis en deuxième mi-temps pour Burnley et 45 pour Everton, mais attention parce qu'ils prennent quand même 73% de leurs buts en deuxième mi-temps, donc ça c'est assez important à prendre en compte. Au niveau du tableau domicile extérieur, on a un petit avantage pour Burnley au niveau de l'attaque avec 23 buts contre seulement 20 pour Everton. Au niveau de la défense, c'est kiff 29 et 29. Pour moi, pour ce match, je vois quand même aussi un match nul, plutôt un avantage pour Everton. Donc je partirai sur Everton ou match nul. Mais voilà, ici ça reste encore une fois assez compliqué à pronostiquer. Mais si on se base sur les stats qu'on a eues, personnellement je partirai sur un match nul. Au niveau de mon pronostic sur ce match, alors déjà pourquoi pas un nul mi-temps, ensuite pourquoi pas une deuxième mi-temps plus prolifique et je verrai éventuellement la victoire d'Everton ou match nul pour ce match. On passe au septième match, septième analyse avec Sheffield contre Watford. Alors cette équipe de Sheffield, franchement elle n'était pas du tout prédestinée à se retrouver à cette place au classement. On pensait qu'ils allaient plutôt jouer la relégation, mais là franchement c'est pas mal du tout, c'est une très belle surprise pour cette saison. J'espère pour eux qu'ils vont continuer, c'est assez cool. Au niveau de Watford, ils ont réussi à accrocher Manchester sur le dernier match. D'ailleurs, c'était pas vraiment une surprise. Ça, je l'avais prédit sur Snapchat parce que la cote de Manchester était assez haute à l'extérieur alors qu'ils étaient quand même assez favoris pour ce match. Et en plus de ça, Manchester, c'est une équipe que je blacklist, que je ne veux même plus jouer. Voilà. Donc, je pense que Watford était très intéressant pour le match précédent. On le voit aussi sur les statistiques domicile-extérieur. On voit que Sheffield à domicile, c'est 1,22 buts en moyenne de marqués. Watford, c'est 0,56 à l'extérieur. Pour les buts encaissés, encore une fois, c'est un avantage pour Sheffield avec un but en moyenne de prix à domicile contre 2,11 pour Watford. Donc ça laisse imaginer un petit peu ce qui pourrait se passer dans ce match. Et là, je trouve que c'est intéressant de partir plutôt sur Sheffield. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du reste des statistiques. Sur les statistiques des buts, on voit que à domicile, Sheffield, c'est 11 buts de marqués, 5 pour Watford. Ensuite, au niveau des buts encaissés, alors là, il y a une grosse différence. C'est 9 pour Sheffield seulement à domicile, tandis qu'on a 19 à l'extérieur pour Watford. Ici, le ratio but mis, but pris pour Watford est très mauvais et ça, c'est un gros avantage pour Sheffield. Ensuite, on s'intéresse à la force et à la faiblesse de ces deux équipes. On voit que ça reste quand même équivalent avec un avantage pour Sheffield. Comme on l'a vu au niveau des stats, il n'y a rien d'étonnant pour Watford. Ils ont quand même du mal, ils galèrent vraiment. Donc je pense qu'ici Sheffield va pouvoir faire la différence dans ce match. On voit qu'au niveau des buts qui ont été encaissés par Sheffield, c'est beaucoup en deuxième mi-temps. Mais on voit que Watford n'a pas vraiment de point fort à ce moment-là. C'est même un point faible pour eux la seconde mi-temps. Donc ça reste très intéressant pour Sheffield qui en plus a un petit point fort à ce niveau-là, qui mettent 55% de leurs buts en deuxième mi-temps. Au niveau de la qualité offensive et défensive des deux équipes, pas de surprise, Sheffield est bien en avance avec 22 buts, Watford 11 buts, défensivement c'est 16 pour Sheffield.
et 32 pour Watford. À noter que Sheffield est quand même dans les 4 meilleures équipes et on a quand même, ils sont pas si loin que de Liverpool, hein. Liverpool est à 14, eux ils sont à 16, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment une très grosse surprise cette saison. Et pour ce match, mon pronostic il est très simple, ça serait Sheffield en plus qui a une bonne cote. Donc je pense que c'est même le plus intéressant au niveau de cette vidéo, c'est ce pari. Parce que la cote est pas mal du tout. Alors à moins d'une surprise, je pense que Sheffield peut faire vraiment le travail à domicile et remporter ce match. On arrive au dernier match, 8e analyse et dernière analyse. Donc là on va analyser Manchester contre Newcastle. Ici on voit quand même que Newcastle a quand même pas mal de verts, hein, contrairement à Manchester qui galère un petit peu. Manchester c'est vraiment en dents de scie, c'est un petit peu du n'importe quoi cette saison. Je comprends pas trop cette équipe. Cette équipe cette saison je la blacklist, c'est pas la peine, donc on va faire quand même l'analyse. Mais moi personnellement je ne jouerai pas sur Manchester, c'est mort. Qu'au niveau des statistiques ça reste quand même plus intéressant pour Manchester. On est à 1,78 de marqué à domicile, 0,89 à l'extérieur pour Newcastle, seulement un but d'encaissé en moyenne par Manchester à domicile et on est à 1,89 pour Newcastle, ce qui est pas mal du tout pour ces deux équipes. Au niveau des statistiques entre ces deux équipes sur les buts, on voit que Manchester a quand même un petit avantage, même un gros avantage, c'est quand même 16 buts de marqués à domicile, seulement 8 pour Newcastle, 9 buts d'encaissés seulement pour Manchester contre 17 pour Newcastle à l'extérieur, ce qui est énorme. D'ailleurs, il faut faire aussi le ratio. En total, c'est 24 buts de prix pour Newcastle et ils en ont pris 17 à l'extérieur. Donc, c'est une équipe qui a clairement du mal en déplacement. Ce qui est aussi important à prendre en compte, c'est que Manchester n'a pas perdu depuis 7 matchs à domicile. Donc une victoire ici ou un match nul ferait qu'il serait sur une série de 8 matchs sans défaite à domicile. C'est une équipe qui se débrouille plutôt bien à domicile. On voit qu'à l'extérieur, ils ont du mal. Justement, contre Watford, ils ont eu du mal. Mais je pense qu'à domicile, ici, ils peuvent quand même faire le travail, même si c'est une équipe qui ne me donne pas confiance. Niveau des points forts et des points faibles pour ces deux équipes, ici, il n'y a pas de surprise. À domicile, on voit que Manchester a quand même un avantage avec une petite difficulté en fin de première mi-temps et en début de seconde mi-temps, mais sinon ça tient la route pendant tout le match à domicile. Newcastle, ils ont beaucoup de mal, alors plus le match avance, plus ils ont du mal et on voit qu'entre la 61e et 75e, ici ils lâchent complètement et ça tombe bien parce que c'est un point fort pour Manchester, donc ici il pourrait faire la différence, ça reste intéressant. Au niveau de mon pronostic pour ce match, ça serait Manchester, mais sans grande conviction, parce que c'est une équipe qui ne m'intéresse vraiment pas cette saison, c'est vraiment en dents de scie, je n'aime pas du tout jouer sur des équipes comme ça. Enfin bref, voilà, vous avez mes 8 pronostics pour ce Boxing Day. Personnellement, je favorise plutôt une victoire de Sheffield. Je pense que d'ailleurs, je vais jouer dessus. Pour moi, ça va être ce qui est le plus intéressant dans cette vidéo. Après, vous faites ce que vous voulez, vous combinez ce que vous voulez. Moi, j'ai donné mon avis. N'oubliez pas de bien gérer vos mises, c'est très important. Surtout que pendant le Boxing Day, il peut y avoir quand même pas mal de surprises. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur les résultats des matchs, à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune vidéo. N'oubliez pas de mettre la petite cloche, de mettre votre petit like et moi je vous dis à la prochaine. Salut l'équipe.